Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum qui s'attaque cette fois-ci aux défis dans l'enseignement supérieur en Afrique. Deux invités pour nous en parler. Ali Joachim Amouzou, bonjour. Bonjour, cher ami. Monsieur Amouzou, vous êtes le directeur général de l'Institut Polytechnique d'Efitech, une école d'enseignement supérieur basée au Togo. Vous opérez, ça fait une quinzaine d'années déjà. Hein? Absolument. C'est depuis 2002 que nous avons lancé l'école d'Efitech. Pour gagner de l'argent, quels sont les défis qui vous ont envoyé dans la Au départ, non. C'est pas avec une école qu'on gagne de l'argent. Non. J'étais plutôt dans le domaine de l'informatique. Et on recevait des stagiaires. On a vu que bon, le niveau en informatique, c'était pas totalement ça. Et on a décidé d'y aller pour apporter notre petite pierre à la formation de nos jeunes frères. Vous regrettez aujourd'hui Pas du tout. Pas du tout. Je suis même très content et très fier de ce que mes équipes et moi, nous avons pu faire. Je suis très heureux. On aura l'occasion de creuser davantage cet aspect. Avec vous, docteur Martin Petit-Messi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de WANAM International, qui est une école d'accréditation, de certification. Comment faut-il la présenter? On la présente comme une école accompagnante, une école qui apporte une innovation pédagogique qui est la certification, axée sur les compétences, axée sur les valorisations des individus, sur ce qu'ils savent faire, et aussi offrir des possibilités aux jeunes aujourd'hui qui en ont besoin et qui sont aussi dans la dynamique de professionnaliser leur savoir. Voilà l'objectif de WANAM International. Alors, donc, le thème de notre rendez-vous, les défis de l'enseignement supérieur en Afrique, je voudrais avoir votre avis sur la qualité des ressources humaines en Afrique, en relation avec une déclaration récente du président béninois, Patrice Talon, qui était en visite en France. À l'issue de cette visite, il déclarait que son pays était devenu un désert de compétences. Alors, il y a contraste. Comment on peut avoir autant d'universités en Afrique et parler de désert de compétences? D'abord, est-ce que vous êtes en phase avec cette déclaration, monsieur Amouzou Joachim? Absolument pas. Ah non, pas du tout. Monsieur Bokor, vous n'êtes pas aussi mauvais que ça. Vous avez fait vos études ici. En tout cas, moi, j'ai fait mes études à Lomé. J'ai fait l'université de Lomé et je ne pense pas que je sois mauvais. C'est une affirmation que je ne comprends même pas. Elle est gratuite selon vous? Elle ne correspond pas à la réalité? Elle est gratuite. Bon, disons qu'en partie, je ne sais pas réellement ce qu'il veut dire. Il y a eu un moment au Bénin où les cerveaux sont partis. Et la révolution. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont formés localement ne sont pas bons. Si c'est ce qu'il veut dire, je le conteste complètement. Moi, j'ai fait mes études secondaires au lycée Bianzin à Porto-Novo, avec un bac C à la clé. Et je suis arrivé à Lomé, je me suis défendu sans problème. Après ma maîtrise à Lomé, à l'université de Lomé, je me suis retrouvé en France, à l'université François Rabelais de Tours. Je m'en suis sorti haut les mains, sans aucun problème. Donc cette affirmation, je la trouve un peu gratuite. Le problème que nous avons peut-être, c'est l'adéquation entre les parcours qui sont délivrés et nos besoins. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a raison. Si nous avons des gens qui sont formés pour des besoins qui n'existent pas, est-ce que... Il y a un travail à faire, pas pour des besoins qui n'existent pas. Les besoins existent, mais c'est une histoire de quantité, je veux dire. C'est-à-dire que dans certains domaines, on aurait besoin de plus de cadres, et dans d'autres, pas autant. Bon, mais dire que Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Petit Messi? Non, moi, je vais juste apporter une observation et un commentaire par rapport à ça. Je ne peux pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord, parce que je regarde le problème sur l'angle de celui qui l'a dit. Monsieur Patrice Talon, son Excellence, président de la République du Bénin, c'est un entrepreneur. Donc, il dit la chose, selon moi, selon ma compréhension, dans un angle entrepreneurial. Et aujourd'hui, l'université en elle-même devait être un lieu d'entrepreneuriat. Parce que l'université elle-même est la première ressource. Vous voyez? Alors, lorsqu'on parle de désert de compétences,
pour lui, est-ce que, en tant qu'entrepreneur, il n'est pas en train d'évoquer un manque d'entrepreneuriat qui se manifeste dans le monde universitaire? Parce que le premier entrepreneur d'un jeune, c'est l'université. C'est ce que ça devait être. OK? Alors, l'université étant le lieu par excellence, le point focal, où les compétences pour un meilleur entrepreneuriat ressortent, il y a peut-être problème à ce niveau. Donc, pour vous, les universitaires ne font pas assez d'entrepreneurs? Oui, je pense que c'est dans cet angle-là que nous sommes aujourd'hui. L'université ne produit pas d'entrepreneurs. Mais si c'est vrai, peut-être dans les universités publiques, mais les privés apportent quand même une réponse à ce que vous... Bon, vous savez, l'adhésion des privés a été une innovation, parce que les privés ont apporté une innovation organisationnelle et pédagogique, ce qui faisait défaillance dans le secteur public. Alors, dans le secteur public, l'idée d'université entrepreneuriale pose problème, parce que les produits qui dérivent, les produits structurants, qui ressortent, et ils n'endossent pas des titres permettant d'aller dans la professionnalisation de l'offre ou de l'emploi qui s'offre à eux. Ils sortent avec des diplômes, pas des qualifications professionnelles. Et dire qu'il y a un problème, cela ne veut pas simplement dire que le problème c'est individuel. Non, le problème est lié à la structure organisationnelle et pédagogique qui est offerte. Voilà, dans la structure organisationnelle et pédagogique, est-ce que les filières sont professionnalisées? Est-ce que les méthodes d'enseignement permettent à un étudiant qui ressort d'être créateur? Je pense que M. Amoussou le disait tout à l'heure, il est sorti d'un cursus scientifique, un domaine où structurellement et pédagogiquement, les gens n'y sortaient pas pour créer. Alors si lui, il a anticipé. Voilà, aujourd'hui, c'est tout à son honneur d'être créateur, d'être entrepreneur. Parce que lui, il en a utilisé ses gemmes, son ADN très tôt, et mettre ça en valeur. Mais combien sont, M. Amoussou, combien sont M. Messi? Je pense que là, c'est là le problème. Oui, si vous avez quelque chose en commun, il me semble que ce sont les mathématiques. Hein. Oui, il a fait les mathématiques disons que le président Talon, suite à cette déclaration, a fait beaucoup de cadres qui évoluaient en Europe. Aujourd'hui, on est fort à Cotonou. Les locaux pensent que les résultats ne sont pas là. Ils sont payés à prix d'or. Enfin, j'ai lu ça tout dernièrement encore dans une revue. Et bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je vais le dire plus simplement. Ici, on dit comme moi, j'ai fait l'université de Lomé. Mais est-ce que vous n'êtes pas un cas rare? Je suis un serial entrepreneur. Oui. Est-ce que votre expérience dans l'entrepreneuriat vient de votre cursus scolaire ou universitaire? Bon, un peu. Après mon bac C, moi, j'ai fait des études en gestion à l'université du Bénin. Aujourd'hui, moi, j'ai pris le taureau par les cornes. Vous en savez quelque chose. Tout dernièrement, nous avons lancé le Défitech Web Academy. L'entrepreneuriat, c'est notre seule voie aujourd'hui pour s'en sortir. Mais est-ce que ça s'enseigne dans nos écoles, dans nos universités? De plus en plus. De plus en plus, à Défitech, ça s'enseigne. Et nous, à partir de cette rentrée, c'est systématique dans les emplois du temps. Parce que c'est la voie qui nous reste pour lutter contre le chômage. Et si vous prenez donc, pendant plusieurs années, ces modules n'ont pas existé dans l'enseignement supérieur. C'est normal qu'aujourd'hui, on parle de désert de compétences, non? Non, il faut dire aussi que, même en Europe, là-bas... Ou disons désert de compétences pratiques. Oui, peut-être. Les universités sont plutôt des centres de recherche qui devraient arriver à de la professionnalisation qui devait déboucher sur la mise en pratique des résultats de ces recherches-là. Bon, nous avons quand même quelques petites lacunes de ce côté-là, mais les gens travaillent ardemment aujourd'hui à
à régler ce genre de problème. Lorsque vous prenez le dépliant de DEFITEC aujourd'hui, il s'est mentionné clairement là-dessus que ça se fait sur 2 pieds. Un pied qui consiste à former des cadres compétents, capables d'affronter des tests de recrutement et de pouvoir se faire recruter et être employés. Mais deuxième pied, c'est que ces cadres-là doivent être outillés pour devenir employeurs. Mais ça, c'est ce qu'on écrit. Mais dans la pratique, est-ce qu'on a les résultats? Ça, c'est un autre problème. C'est ce que nous sommes en train de démarrer, je te dis. Oui, vous dites ce qu'on est en train de démarrer, mais oui, pour avoir les résultats, ça veut dire que le passé a été quelque chose de désastreux. C'est que, vous savez, on a ce problème en Afrique. Les jeunes pensent systématiquement que pour entreprendre, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens. Nous devons, enfin moi c'est ma dernière bataille, nous devons les amener, leur parler, les éduquer, les amener à comprendre que, comme l'a dit Bill Gates, on peut naître pauvre, mais en mourir pauvre, ce serait une faute. Ouais. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose en accompagnement de ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je vous dis, aujourd'hui, les principales innovations, c'est l'entrepreneuriat universitaire. Et où l'accès? Il faut l'accès comme un outil de développement. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, toute connaissance qui valorise les compétences doit être utilisée comme un outil de développement d'un pays. Alors, il y va sans dire que toute structure qui a pour vocation de former, toute structure qui a pour vocation de donner à l'élite le savoir doit harmoniser sa formation en l'accent structurellement dans le sens du développement de ce pays. Mais qui fait ce travail? Est-ce que ce sont les apprenants, les enseignants ou le système éducatif lui-même? Oui, c'est une trinité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une corrélation entre c'est-à-dire l'enseignement, l'action, c'est-à-dire l'offre, l'enseignant qui est aussi chercheur. Vous voyez, celui qui est acteur entrepreneurial, c'est un créateur, c'est un simulateur, c'est quelqu'un qui met en avant des idées, des activités innovatrices nécessaires au développement de son pays. Alors, lorsque cela est transmis aux apprenants, c'est aussi dans l'élan de générer, de multiplier les possibilités. Je pense que nous sommes tous à la quête de développement de nos pays. Vous voyez la Chine, ceux qui fabriquent aujourd'hui des jouets, ce sont des étudiants. Ceux qui fabriquent des outils que nous manipulons. Oui, c'est quoi? C'est l'adéquation qui a été faite à travers la formation qui a été reçue, ok? Et ils le transforment en action. Donc, cette adéquation aujourd'hui est indispensable. C'est ce que nous appelons entrepreneuriat universitaire. Nous sommes en train de quitter dans le sens des filières où nous parlons de professionnalisation. Un étudiant qui sort d'une université doit être un individu compétent et professionnel, à même prêt à mettre en pratique ce qui lui a été transmis. Il y a aussi un problème. Le transmetteur, c'est-à-dire l'instructeur, doit aussi avoir des outils qui lui permettent. On observe ce problème aujourd'hui dans le monde des universités privées. Je pense qu'il y a un effort assez qui est fait. Les enfants sortent avec des qualifications qui leur permettent d'être directement utiles. Mais dans le domaine public, il y a encore ce problème parce que l'innovation au niveau des filières, l'innovation au niveau de la transmission n'est pas adéquat. Donc, le produit fini n'est pas directement entrepreneuriable. C'est un produit qu'il faut encore transformer. Or, ce qui crée cette inadéquation. Donc, aujourd'hui, je voulais dire par là, l'entrepreneuriat universitaire se veut uniquement un cadre d'incubateur pour permettre à un pays de se développer. Et je repose la question, à qui doit revenir ce travail-là? Est-ce que ce sont les créateurs d'écoles d'enseignement supérieur, le ministère, c'est tout ce monde à la fois? C'est un ensemble. Même les pays développés, la France, moi j'y suis passé, c'est maintenant que la France est en train de professionnaliser de plus en plus ses enseignements.
Et avec l'arrivée de la nouvelle équipe qui est très volontariste sur ce plan-là, aujourd'hui la FinTech, comme il l'appelle, est en train d'avancer à pas de géant. Mais qu'est-ce qui fait ce fossé entre le monde anglo-saxon et les francophones? Les anglo-saxons ont toujours été pratiques, c'est-à-dire que le diplôme compte très peu chez les anglo-saxons et on te juge par rapport à ce que tu sais faire. Ah oui, voilà. Tu as beau brandir un gros diplôme d'ingénieur, on va te faire passer à la moulinette, tu vas faire les trucs des ouvriers avant de monter. Bon, mais tout ça avance. Même à Lomé, l'université nationale, des choses sont faites. Et vous allez remarquer qu'au niveau de l'université, il y a des facultés, mais il y a des écoles. Au niveau des écoles, même au niveau de certaines facultés, il y a beaucoup de recherches que les gens essayent de concrétiser. Par exemple, l'énergie solaire, ça fait des années que les gens travaillent dessus au niveau de notre université. Depuis le professeur Inevi jusqu'au professeur... Mais est-ce que ça avance, justement? C'est ça le problème. On a l'impression qu'on va à reculons. Non, pas du tout. Peut-être qu'ils ne communiquent pas assez. Moi, je les ai approchés, ça avance. Hein. Ils font des choses là-bas. Il était même question à un moment donné que l'éclairage de l'université soit assuré par eux-mêmes. Bon, je ne sais plus ce que ça a été donné, ce qui a été fait. Bon, mais il y a des choses qui se font. Lorsque vous prenez le CIC, le Centre informatique et de calcul, des cadres vraiment compétents sortent de là. Des cadres vraiment compétents, hein, moi je peux le confirmer. On a vu que dans la semaine, un étudiant du CIC qui travaille aujourd'hui comme ingénieur chez Google. Absolument, le CIC sort des cadres vraiment compétents. Non, moi je peux juste dire par là que c'est pas aussi facile, c'est un peu difficile. Parce que si on prend un ratio, ça fait un enseignant sur 90 étudiants. Ce n'est pas un ratio facile, vous voyez? Alors, et lorsqu'un effort est fait... Seulement? Bon, c'est le ratio. Vous avez ces statistiques-là? Oui, c'est les dernières statistiques de l'OIF, où effectivement, ce ratio international de la francophonie. À Lomé? Oui, bien sûr. À l'université de Lomé, là? Un enseignant sur 90 étudiants. Moi, c'est des statistiques assez fiables. Voilà, vous voyez? Et ça pose un problème. Au niveau du CARA, c'est un enseignant sur 60. Un enseignant pour 60. Pour 60. Au niveau, je vous donne des statistiques encore. Au niveau du CARA, nous avons environ 52 000 étudiants. Au niveau de Lomé, 52 000 étudiants. Au niveau du CARA, environ 10 000. Et si nous prenons un ratio d'un enseignant sur 90 000, vous voyez à peu près. Pour 90. Pour 90 000. Et au niveau pas pour 90 000. Pour 90, pardon. Ouais. Et au niveau du CARA, un enseignant pour 60. Pour 60. Pour 60, oui. Vous voyez? Et quand on ressort un étudiant compétent sur ce ratio-là, ce n'est pas chose courante. Il faut se singulariser. Il faut vraiment être quelqu'un qui est sorti à part. Moi, j'aurais aimé que ce ratio en termes d'enseignants soit un peu vraiment à la moyenne. Mais c'est une question de moyens. Voilà. Donc là, c'est là où je voulais en venir. Parlons aussi de là où je voulais en venir. Parlons aussi de ceux qui enseignent. Monsieur Amouzou, franchement, je vous sais très pragmatique. Ceux qui enseignent chez vous et ailleurs, est-ce qu'ils transmettent une connaissance viable? Disons que très tôt, dès 2002, moi j'ai réuni les gens, je me suis appuyé sur 2 amis qui étaient déjà dans le domaine pour leur dire je veux les meilleurs. Ça c'était au niveau du BTS. Nous avons démarré. Lorsque j'ai ouvert la licence, comme je suis en permanence à la recherche de l'excellence, du travail bien fait, je suis allé signer un partenariat avec l'université de Lomé et qui m'a permis d'avoir des avenants avec la faculté des sciences, avenants avec l'UIT de gestion, avenants avec le centre informatique de calcul et aussi avec l'école de journalisme. Mais ça m'a permis d'avoir leur programme. Et donc c'est ces programmes-là qui sont aujourd'hui exécutés au niveau de DefiTech. Oui. Et leurs professeurs aussi. Oui, mais le problème, est-ce que c'est parce qu'ils viennent de l'université de Lomé que vous les considérez comme bons? Oui, moi je vais répondre à cela. Je peux répondre à cela. Je pense qu'il a posé un problème tout à l'heure et que vous venez de le répondre. C'est-à-dire, il faut le dire, la plus grande partie des professeurs qui enseignent dans des amplis viennent de l'université de Lomé. Même ceux du CARA.
Oui, oui, donc aucune structure locale n'en fera exception. Oui, la plupart de ces professeurs dont nous avons indiqué les ratios, 1 sur 90, 1 sur 60, viennent entièrement de l'université de Lomé. Alors, le problème qui se pose là, souvent, c'est le problème de la rationalité, n'est-ce pas? Avec ce qui les est offert en termes de ressources, en termes de moyens limités dans les recherches, ils sont obligés d'aller aussi monnayer leur savoir, leur connaissance ailleurs. C'est notre cas. C'est le cas, moi, j'ai fait une université américaine, vous voyez, mais il n'y avait pas ce décalage aussi criard qui est observé. Si aujourd'hui, une institution privée les utilise et les offre les conditions les plus optimales pour exercer, je pense qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Oui, mais est-ce que ça ne pose pas problème aussi lorsque nous parlons de ces écoles-là, de surtravail? Oui, mais s'ils sont à l'université, ils sont dans les privés, ils sont sollicités partout. Tu viens de dire qu'il y a un étudiant du CIC qui travaille chez Google. Oui, oui, Donc, oui. je te dis que c'est du travail de très grande qualité Exactement. qui se fait au niveau de ces écoles-là. Exactement. Il faut te renseigner Est-ce que sur c'est le pas marché du travail. un problème aussi qui Sur le marché du soit au travail. four au moulin, ceux-là que vous... Vous parlez des professeurs? Oui. Bon, vous savez, le pays en a besoin. Ils sont obligés de se surpasser un peu pour nous aider. Parce que, bon, il y a ce besoin-là. Mais actuellement, l'université est en train de développer une politique de recrutement où ils prennent des doctorants et qu'ils poussent jusqu'au niveau... ils les prennent au départ, ils les poussent jusqu'au doctorat et plus. Quelle est selon vous la meilleure approche donc pour la formation dans le supérieur en Afrique? Oui, ça, comme vous venez de le dire, vous savez, il faut dynamiser un peu, c'est-à-dire les structures pédagogiques et professionnaliser les filières. Parce que je donne un exemple. Oui, je donne un exemple. Vous savez, nous avons 20% des doctorants qui agissent dans notre pays, le Togo. 20% de doctorants pour une population environ de... on tend à presque 10 000 étudiants. Ce n'est pas beaucoup. J'ai pas bien compris. Je dis 20% de doctorants. 20% de ceux qui ont le grade de doctorat a même habilité à intervenir à l'université. Comparativement à la masse, ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a un effort qui doit être fait pour encourager d'abord d'avoir plus de formateurs, n'est-ce pas, pour pouvoir être à même vraiment d'en produire aussi efficacement plusieurs entrepreneurs. On revient toujours au problème de moyens. Voilà, c'est ça, exactement. C'est là où je voulais arriver. Le manque de moyens qui crée ce gap permanent. Vous voyez, 20% de professeurs qui sont doctorants, qui ont un doctorat, ce n'est pas suffisant. Mais avec le développement des technologies, pourquoi vous n'osez pas chercher des enseignants ailleurs dans d'autres pays? Oui, ça devient un problème aussi de financement. Ça devient un problème. Moi, je crois que ça devient va un problème récurrent. Ça se vulgarise. Hein? Donc, une voie de sortie de ce goulot d'étranglement, c'est les nouvelles technologies. Où très bientôt, depuis Lomé, les gens pourront rester ici et suivre des cours dispensés par des gens qui sont longtemps. C'est le cas de la professionnalisation des filières. Non, les nouvelles technologies sont vraiment une aubaine pour l'amélioration de l'enseignement dans nos pays. Exactement. Il y a aujourd'hui des plateformes où des cours sont donnés et les gens suivent les cours depuis leur maison, mais à des heures précises. C'est des cours en présentiel, mais chez vous. Non, j'apprécie ça. J'apprécie ça. C'est ce qu'on appelle les WebEx. Oui, vous connectez depuis votre maison. Voilà. En même temps que tous ceux qui sont inscrits. Bon, j'ai découvert un tout dernièrement qui s'appelle O'Clock en France. Oui, oui, oui. Et quand je suis allé voir le prix, je voulais m'inscrire, mais bon, après quand ils m'ont dit que je dois être présent devant mon ordinateur de 9h à 15h, j'ai abandonné parce que moi je travaille. Oui, mais avec le niveau de connexion que nous avons, est-ce qu'on ne peut pas développer non, ça s'est amélioré. D'autres outils? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, c'est une idée que je jette, la télévision.
nos télévisions qui sont là pour passer des feuilletons. Bon, vous savez, monsieur disait tout à l'heure... Est-ce qu'on ne peut pas les utiliser, mettre à profit pour... Oui, ça c'est l'utilisation du numérique. Il y a des choses à faire de ce côté. Le numérique qui est en train de prendre corps dans nos méthodes d'enseignement n'a pas été quelque chose de pré-préparé. Vous voyez, les gens embrassent le numérique. Nos dévanciers n'ont pas connu le numérique. Voilà, le numérique, on a quitté de 0G à 4G. Alors, quand il y avait 0G, les gens étaient au manuel traditionnel. On est à 4G aujourd'hui, et il ne faut pas demander à quelqu'un qui a 60 ans, voilà, de se recycler de ce qu'il n'a pas connu. Je pense que déjà ça, il faut aussi louer cet effort que les gens font, c'est-à-dire accepter cette situation et de s'y jeter, de s'y plonger, faire en sorte que les jeunes soient formés. Parce que ce n'était pas évident. Vous voyez, le niveau de développement des infrastructures dans l'enseignement supérieur va tellement si vite que si la formation n'est pas récurrente, nos enseignants ont du mal à s'arrimer. Oh, ça commence à venir. Voilà. Ça donc, commence à venir. comme on dit aujourd'hui, l'existence du numérique, c'est une porte, c'est une grande plateforme de savoir. Mais ce n'est pas évident qu'un enseignant ait une connexion gratuite à l'Internet de 4G. Il faut payer. Oui. Alors, on parle d'Internet, mais dans vos écoles, de plus en plus, vous parlez de normes ISO. Chaque école dit quelle est norme ISO. Vous parlez de démarche qualité, vous parlez de CAMES, vous parlez de délocalisation. D'abord, est-ce que c'est du réel tout ça, ou c'est de la pub et du bluff finalement? De la pub, du bluff. Si nous voulons parler, par exemple, du CAMES, le CAMES est une très bonne organisation qui a été mise en place par une communauté de pays africains et malgaches oui. qui s'occupe de la, disons, je vais appeler ça réglementation de l'enseignement supérieur dans notre zone. C'est une très bonne chose. Mais le CAMES, tel que c'est organisé, viendra évaluer les programmes qui sont exécutés, viendra voir aussi le cadre, etc., va regarder et participe aussi à la nomination, enfin, au grade, les examens des enseignants pour leur évolution dans les grades. Et le CAMES s'occupe de tout ça, mais les gens ont leur grade, ce qu'ils délivrent, le CAMES n'est pas là pour le regarder. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des écoles privées à Lomé. Il y a une sorte de tricherie. Parce que le CAMES accrédite des parcours. Le CAMES n'accrédite pas une école. Lorsque vous allez faire accréditer, par exemple, un parcours comptabilité et gestion, et que vous revenez pour mettre le nom de l'école et dire accrédité CAMES, c'est une tricherie. Oui, mais ça, on l'entend régulièrement. Ah oui, mais attends, on est au pays enfin, les gens, ils profitent. Il n'y a pas l'information, les gens ne sont pas au courant. Oui, on parle de CAMES, on parle de ISO de plus en plus. Oui, mais c'est quoi au fond? Moi j'aimerais apporter les normes ISO appliquées aux écoles. Oui, j'aimerais apporter un éclaircissement. Vous savez, lorsque nous parlons des normes, nous parlons aujourd'hui des exigences. Nous parlons aujourd'hui des contenus. Vous voyez? Alors, lorsque vous vous situez, vous orientez dans le domaine compétences. Lorsque votre école est identifiée par les normes, c'est-à-dire elle obéit à certaines exigences juridico-économiques structuraux pour être habilitée. Bon, et comme il a dit, le CAMES a son mode de fonctionnement, mais ça ne répond pas à ce qui est affiché adéquatement. Si vous voulez être dans les normes, mais certifiez-vous. Est-ce que les certifications-là ne cachent pas d'autres lacunes? Est-ce qu'on ne peut pas se cacher derrière ces normes ISO comme étant des paravents? La démarche qualité dont vous avez parlé tout à l'heure, elle est indispensable. Oui, ça c'est ça. Au niveau de nos écoles, c'est quelque chose à entreprendre. Ah, oui. En temps, le ministère a fait, il y a 2 ans, je crois, a essayé de regarder un peu ce que nous faisons les uns et les autres.
Ils nous ont donné un cahier des charges avant de passer. Ça nous a beaucoup aidé à s'améliorer les uns et les autres sur un certain nombre de choses. La démarche qualité, elle est aujourd'hui primordiale. Bon, nous, à Défitec, nous avons entrepris une démarche qualité depuis 4 ans maintenant. À quoi consiste la démarche qualité? C'est un ensemble. Bon, ça brasse tout, depuis les installations, l'organisation, la qualité des enseignants. C'est leur évaluation. Leur évaluation. Il y a des modes d'évaluation. Mais aussi un engagement. J'étais sur le site de Cames hier. Ils ont lancé, j'étais même pas au courant, j'ai vu là-dessus hier nuit, qu'ils ont lancé un truc d'évaluation volontaire. Oui. Où l'école va se faire évaluer par rapport à des choses qu'ils ont mises en place. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais il faut s'inscrire. Il y a une date limite, je vais le faire. Là. Non, moi je pense que obéir aux normes, comme on se l'a dit tout à l'heure, c'est aussi des engagements. Vous voyez, si vous n'avez pas qualité à vous engager, à offrir quelque chose, ne le faites pas. Parce que l'obéissance aux normes demande une certaine discipline d'opérationnalité. Et nous sommes dans un domaine pédagogique qui est aujourd'hui assimilable à un domaine de développement. Si vous échouez, vous avez échoué à votre développement. Donc, l'application des normes est beaucoup plus aidante. Lorsque vous appliquez les normes, c'est-à-dire vous vous engagez résolument à faire des choses pour que la réussite soit palpable. Qui vous contrôle? Vous, par exemple, à Wanam International. Oui. Qui vous contrôle? Oui. D'abord, nous avons une autorité de tutelle, nos ministères. Non, je parle des normes ISO dont on... Oui, Bon, les normes sont des normes structures, les normes sont des structures qui sont gérées par des organismes qui reconnaissent aux institutions les capacités de fonctionnalité et d'opérationnalité. Mais est-ce que ces structures viennent vous inspecter? C'est devenu La preuve en est que ces structures nous évaluent régulièrement. Comment? Je prends un exemple. Ouais. Il est exigé à un centre, par exemple, c'est bien d'être centre Person View, d'avoir une moyenne de 92 points sur 100 pour connaître comment administrer des programmes. Si vous avez 90, vous avez échoué. Donc, cette structure qui est Person View, qui vient et qui vous dit non, évaluez-vous pour que nous sachions si vous êtes à même de piloter nos programmes. Et il vous donne un exercice où il vous demande 92 sur 100. Lorsque vous n'avez pas 92, vous n'êtes pas qualifié. Le ministère de tutelle est voilà. en train de travailler durement sur ça. Au Sénégal, par exemple, ils ont mis carrément en place une commission nationale qui s'occupe de l'évaluation, d'abord, qui aide les écoles à travailler sur leur démarche qualité et ensuite qui les évalue. Au Togo, je sais qu'il y a des choses qui sont en préparation. Et nous avons bénéficié de formations de la part de certains organismes, les écoles privées, de formation dans la démarche qualité et par des experts locaux qui ont été... Vous travaillez aussi sur l'harmonisation des diplômes et la qualité même de ces diplômes. Parce que... Oui, c'est important. Au fait, tout ce qu'on disait tout à l'heure, des gens ISO 100 000, comment vous appelez l'autre, accréditation, CAMES, tout ça. Mais le ministère, d'abord déjà au Bénin, vous savez que depuis l'année dernière au Bénin, la licence est aujourd'hui un diplôme d'État. Ah oui, c'est ça. Au Togo, le BTS est un diplôme d'État. Ah oui. Donc lorsque les gens me parlent de CAMES pour le BTS, je dis c'est une ânerie. Exactement. C'est un diplôme d'État. Donc nous sommes tous à la même enseigne. Et je ne sais pas si vous connaissez les résultats. Ceux qui ont le CAMES, ISO 100 000, etc., nous présentons tous des candidats pour cette évaluation nationale. On sait ce que ça donne. Mais je suis très heureux que d'ici l'année prochaine, suivant les déclarations du ministère, la licence aussi deviendra un examen national. Vous pensez que c'est mieux? Parce qu'il y a trop de désordre. Moi, je voulais juste apporter... Il y a trop de désordre. Parce qu'effectivement, comme il le disait tout à l'heure, la licence, elle doit être une licence professionnelle. Parce que... Mais ça, c'est un autre problème que vous évoquez. Parce qu'aujourd'hui, il faut juste le mettre... Nous sommes en train de disparaître
à cet état de rendre non professionnels les filières. Nos filières doivent répondre aux exigences de notre environnement socio-économique. Mais cette exigence doit être sanctionnée par un diplôme. Oui, mais il faut que ce diplôme soit d'utilité professionnelle. Non, le ministère travaille. Je pense que cette orientation est indispensable et il faut l'ajouter dessus. Aujourd'hui, dans notre pays... Parce que s'il faut le rendre un diplôme d'État, oui, il faut qu'il y ait une finalité. Aujourd'hui, dans notre pays, chacun donne le nom qu'il veut. En comptabilité, par exemple. Où il donne les mêmes noms. Je fais comptabilité finance, toi aussi tu fais comptabilité finance. Mais lorsque nous sortons les programmes, les programmes ne sont pas les mêmes. Ces programmes ne sont pas les mêmes. Donc le ministère travaille à mettre à notre disposition des noms, une harmonisation, des noms et les contenus. Et nous serons tous évalués par rapport à ça. Exactement. Et c'est parce qu'il y a un petit désordre où chacun se lève, il fait comme il veut, avec l'accréditation. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut une organisation structurelle. Mais le problème, quand on dit l'administration travaille, je n'aime pas beaucoup parce que ça met trop de temps pour faire ce travail. Si on s'assoit en 1 semaine, 2 semaines, est-ce qu'on ne peut pas faire ce travail? C'est pas si évident que ça. Ah non, c'est pas si évident que ça. Il faut leur rendre hommage. Ils se débrouillent là-bas. C'est toujours les questions de moyens. Justement, quand on parle de moyens finalement, est-ce que l'Afrique va avoir les moyens nécessaires pour faire l'enseignement supérieur? Je suivais un documentaire la semaine dernière, les cours, les enseignements dans le supérieur aux États-Unis par exemple, ça coûte la peau des fesses. C'est une affaire de millions et de millions pour un individu. Bien sûr, pour avoir la qualité. Est-ce que nous pouvons faire un enseignement supérieur de qualité en Afrique par rapport aux moyens dont nous disposons? Moi, je vous le dis très bien. Moi, j'ai fait l'université de Loyola, le centre en statistique. Les crédits sont payants. Non, il faut éviter de penser que lorsque nous appliquons, nous quittons des principes des matières au crédit. Les crédits sont payants. Et ici aussi, les crédits... Bon, il faudra vraiment le singulariser parce que il faudra définir un volume de crédit par rapport à ton budget. Oui, c'est parce que dans ces pays-là, c'est comme ça que ça s'opère. Si tu prends 20 crédits, tu payes pour 20 crédits. Si tu prends... Donc, il faudra qu'aujourd'hui, il y ait cette information, cette connaissance que, écoutez, vous ne faites pas les choses parce que ces choses, vous les avez comme un acquis. C'est des produits payants. Et aujourd'hui, lorsque vous allez faire, je peux prendre un exemple comme marketing, mais soyez prêts à payer pour cette filière. Mais se pose chez nous un problème de moyens. Et nous devons... Non, tout ça là doit être rationalisé. Oui. Parce que l'État... Je disais tantôt que les nouvelles technologies sont une chance pour l'Afrique. En ce sens que si nous arrivons à mettre en place une plateforme qui permette à chacun depuis sa maison de suivre des cours, on n'aura plus cette massification dans nos amphis. Des cours programmés de telle heure à telle heure ou depuis ta chambre. En ce moment-là, il faudra investir dans le développement du haut débit. Ce qui est en train d'être fait. Mais prions que ça aille encore plus loin. Prions que ça aille encore plus loin. Donc, avec le développement des nouvelles technologies, c'est vraiment une aubaine. Ça va nous permettre d'avoir plus accès au savoir. Aujourd'hui, le savoir s'est démocratisé. Il suffit d'avoir la volonté d'apprendre, d'étudier. Vous allez vraiment avancer. Arriver à mettre en place des plateformes qui permettraient de vulgariser la connaissance, ça nous aiderait beaucoup. Une dernière question, on va clôturer notre émission là-dessus. À votre avis, est-ce qu'il faut, à un moment donné, commencer par trier l'entrée dans l'enseignement supérieur? Est-ce que tout le monde est destiné à l'enseignement supérieur? Oui, je pense que c'est un problème qu'on a vécu dans les années antérieures. Parce que lorsqu'il a tout à l'heure, il a parlé d'une théorie de massivité. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une surcharge. À une surcharge dans nos milieux universitaires. Et je pense que le principe de la délocalisation va apporter aussi des solutions. Qu'on évolue plus pas à 2 universités, que nous puissions avoir plusieurs autres. C'est là où je loue l'apport des institutions privées. Je pense que tout ce qu'il faut y apporter à ces institutions, c'est le soutien. Le soutien et aussi cette guidance pour qu'ils s'arriment, qui travaillent selon les normes exigées. Je pense qu'il y a des éléments. Je pense qu'il faut juste une implication forte des décideurs.
pour que vraiment il y ait... Parce que chaque année, nous assistons à la création des structures nouvelles. Mais il faudra aussi une politique volontariste. Reconnaître que certaines structures qui existent depuis longtemps doivent nécessairement être soutenues, même à plus faible taux, afin que vraiment cela puisse aider. Parce que si on se limite toujours à 2 universités, Lomé et Kara, et on n'apporte pas ce soutien aux institutions privées qui font un travail magnifique, je pense qu'on aura toujours ce problème où on va se dire, est-ce que c'est tout le monde? Non, il y a des structures palliatives. Il faut juste qu'on les considère et qu'on les apporte aujourd'hui aussi le soutien qu'il faut pour qu'ils puissent bien faire. Moi, je ne suis pas pour le tri. Le tri à l'entrée, non. Il faut laisser la chance à tout le monde. Tout ce qui a bac doit aller... Mais bien sûr, s'il a envie d'aller étudier, c'est la volonté, comme il le disait tout à l'heure, d'essayer de multiplier un peu, mais c'est toujours le problème de moyens. Si nous avons encore plus d'universités, je crois qu'il y a un projet comme ça. Oui, il y en a. Il y a un projet comme ça qu'ils ont commencé à... Dans les différents départements. Oui, avoir des universités dans les différentes contrées, ce serait une très bonne chose. Ce n'est pas mieux de trier les meilleurs et de les envoyer à l'université? Non, je suis contre. Comment tu les tries? Elle est un peu... Comment tu les tries? Cette histoire de meilleur en quoi? Meilleur en quoi? Parce que tu vas prendre quelqu'un qui est très très bon en mathématiques, mais a d'autres aptitudes. Il a d'autres aptitudes. Il est bon musicien. Il a d'autres aptitudes. Non, ça pose effectivement le problème, des filières. Nous remarquons aujourd'hui que dans les filières scientifiques, dans les filières mathématiques, dans les filières technologiques, il y a moins d'attrait. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, ce sont des secteurs de développement. La série C au pays est en train de disparaître. Aujourd'hui que... Mais et comment réorienter, justement? Est-ce qu'il ne revient pas à l'État ou à vos structures? L'État essaye. Ils ont ouvert des lycées scientifiques, je crois, mais on doit faire plus. Voilà. Franchement... Alors qu'on a besoin de scientifiques, vous envoyez tout le monde en lettres modernes, sociologie, etc. On en a besoin aussi, mais il y en a trop. Voilà, c'est ça. Par rapport aux ces proportions. C'est ça le problème. Non, moi je pense que les filières comme la santé, les mathématiques, la technologie, il faudra vraiment y mettre. Parce que c'est dans ces filières qu'on crée des meilleurs entrepreneurs. On a besoin de mathématiques. C'est dans ces filières qu'on crée la meilleure élite qui est à même de mettre sur pied des outils de développement économique. Oui, si nous créons des historiens, bon, je ne dis pas que historien, ce n'est pas une bonne chose, mais je dis il nous faut aujourd'hui des outils pour répondre à la demande mondiale. On a un impératif, on n'est plus le Togo à part, on n'est plus un enseignement à part, on est dans un village. Ce problème se pose parce qu'il me semble que l'orientation ne se fait pas trop. C'est après le bac qu'on cherche à faire X, Y. Bon, aujourd'hui, tout le monde vous parle d'intelligence artificielle. En dessous, c'est quoi? Des algorithmes. Voilà. Mais c'est les mathématiques. Voilà, l'étudiant du CVC dont je parlais justement a été recruté chez Google pour développer l'intelligence artificielle. Tout le monde aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le data, big data, etc. Big data, tout ça. Il faut qu'on y aille. C'est ça, et c'est là qu'il y a le plus grand manquement. Reprendre le taureau par les cornes. Il faut reprendre le taureau par les cornes. Au niveau des mathématiques, cette passion, la physique, etc. Et si vous faites attention, par exemple, le CIC, ceux qui l'ont dirigé, le centre informatique de calcul de l'université de Lomé. Le professeur Guinevi, c'était un gros scientifique. Mais le professeur, le maître de conférence d'Almeida, c'est un professeur de mathématiques. Monsieur Achononglo est docteur en physique. Les gens souvent ne font pas le lien. Pourquoi pour diriger une école de mathématiques, on vient mettre... voilà. Ah non. L'informatique aujourd'hui a besoin de beaucoup de logique. Beaucoup de logique. Donc, il faut qu'il y ait... C'est même ça, parce que lorsque vous parlez de plateformes, les plateformes, en dessous des plateformes, sont dirigées par des personnes qui manipulent les outils de programmation, les outils d'application des données. Lorsque nous faisons des développements d'applications, ce n'est pas fait pour une catégorie précise. Oui, mais vous, qui avez fait les mathématiques, je rappelle... Vous êtes statisticien, vous avez fait les mathématiques pures et dures. Oui, informatique décisionnelle aussi. Est-ce que c'est facile, les mathématiques? Moi, je pense que c'est facile, c'est le quotidien de tous les jours. Moi, selon je trouve. Et pourquoi les mathématiques sont craintes? Pourquoi les... Non, ça a été crainte à une époque parce que nous n'avons pas aujourd'hui des outils de mobilité, les outils d'informatique. Aujourd'hui, nous les avons. À travers une modélisation, nous pouvons vraiment
c'est pas... Il faut initier les enfants. Voilà, je pense que les enfants le font à la maison. Démystifier la chose. Hein? Les modélisations sont des... Il faut démystifier, c'est le Il faut thème. démystifier la chose. Hein? C'est de là que la Vous création... avez fui les mathématiques. Toi, tu as fui les mathématiques. C'est de là, c'est un jeu. Je n'aime pas beaucoup les chiffres. Bon, c'était comme ça avant, parce que le professeur Et qui peut-être venait, un il a professeur- parlé d'un de mes professeurs tout à l'heure, qui venait, déjà sa présence dans la salle de cours faisait peur, parce que il va mettre une équation logarithmique au tableau, et tout le monde, il va dire c'est 10 minutes. Mais tout ça, c'est un jeu. Aujourd'hui, on a ces applications-là, même dans nos mobiles, même dans nos maisons. Même. Bien sûr. Il faudra nécessairement revenir à ces principes qui ont permis aujourd'hui d'avoir ces références-là. Ouais. C'est parce qu'on ici est quatre. Et on a ce problème qui se pose à nous, le développement. On arrive à la fin donc, de notre émission. Merci, M. Amouzou Ali Joachim, C'est plutôt moi. directeur général de Défi Informatique, un institut polytechnique qui fait dans l'enseignement supérieur. Hein. Défi Tech. Défi Tech. Il y a deux sociétés. Ok, Défi Informatique et Défi Tech. Défi Tech, qui est l'école. Absolument. Merci d'être passé chez nous. Docteur, merci. Merci beaucoup. Moi, j'aurais aimé que cette émission continue parce qu'elle débat vraiment des thèmes actuels. Elle débat vraiment de la problématique de l'enseignement supérieur où personne n'en parle. Je pense que notre enseignement supérieur est en train de mourir. Non. Il faudra vraiment Des que efforts de temps sont en temps- en train d'être faits. Je vous assure que ça évolue. Hein. On aura l'occasion Ça évolue, des efforts sont en de train d'être relancer faits. le débat. C'est vrai. Nous Ça aurons tout le évolue, temps ça évolue. de reparler de ça. Merci de votre participation. Dans un instant, une nouvelle édition de journal. À très bientôt.